On va parler de la Ligue 2, de tout ce qui s'est passé. On va suivre un petit peu les rencontres avec les différentes réactions qu'on a pu relever, qu'on a pu relever ici et là, un petit peu partout, chez nos confrères de Beansport, Canal+, RMC Sport. Bon, j'espère que j'en ai pas oublié. Non, il n'y a plus Mediapro maintenant. C'est terminé. Donc, un petit peu partout pour se balader un peu lors de cette Ligue 2, puis regarder ce qui s'est passé. Mais bien sûr, on va s'intéresser à Sochaux qui recevait le club de Caen. Et puis justement avec un jeune gardien qui sera dans les buts de Caen, c'est Sullivan Péan qui remplace Rémi Rioux qui a été expulsé lors du dernier match. À 21 ans, c'est beaucoup de pression hein, pour ce jeune gardien face à une équipe de Sochaux qui devait s'imposer pour relever la tête. On va écouter un petit peu, c'était chez nos confrères de Beansport dans le Multi Ligue 2, l'avant-match Sochaux-Caen. Et la préparation de ce match a été difficile avec une particularité, Sullivan Péan, 21 ans, 9e match pro ce soir, qui sera dans le but pour remplacer Rioux et qui va porter une lourde responsabilité. Oui, bonsoir messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Effectivement, Caen est en difficulté, 17e, premier non relégable, pas de victoire depuis le 13 février dernier. Ça commence à remonter et donc cette difficulté supplémentaire, la suspension de Rémi Rioux, exclu pour un geste d'humeur mardi soir, vous l'avez peut-être vu sur les antennes de Beansport. Sullivan Péan, qui sait peut-être Sullivan géant parce qu'il a une mission énorme à accomplir en étant titulaire dans cette cage de Caen. Lui qui est quelque part un enfant du cru, Sullivan Péan c'est un Normand natif de Cherbourg, il est arrivé à 17 ans au Stade Malherbe, il était fan du Stade Malherbe lorsqu'il était adolescent, mais c'est pas une première non plus, il a été titulaire, vous l'avez dit, 8 fois cette saison. En Ligue 2, titulaire aussi en Coupe de France face au PSG, le genre de match où on engrange quand même pas mal d'expérience. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé voir quelqu'un qui le connaît bien, qui sera devant lui aujourd'hui pour nous parler de lui. On est allé voir Hugo van der Merch qui était coéquipier de Sullivan Péan avec les jeunes. Moi c'est quelqu'un que j'ai côtoyé depuis le 19 ici. C'est quelqu'un qui a déjà fait des matchs avec nous, donc j'ai entièrement confiance en lui. Tout le groupe a entièrement confiance, ça fait des mois et des mois qu'il est avec nous, qu'il est tout le temps dans les groupes, sur le banc, et comme je vous ai dit, il a déjà fait des matchs. Donc franchement, il n'y a pas cette question qui se pose dans nos têtes à nous dire derrière c'est un jeune gardien, parce que Sully est avec nous toutes les semaines et on voit de quoi il est capable. Donc c'est un gardien en plus de ça rassurant par sa taille, etc. Donc non, franchement, aucune inquiétude. Évidemment, la tâche sera compliquée, pour ne pas dire très compliquée, car s'il a devant lui une défense notamment centrale expérimentée avec Rivierez et Weber, c'est une défense qui encaisse beaucoup de buts, celle du Stade Malherbe de Caen ces derniers temps. Rendez-vous compte, 9 matchs de suite avec au moins un but encaissé à chaque fois. C'est dire donc, si jamais il y avait clean sheet ce soir, le travail est potentiellement fait par Sullivan Péan. Et puis, n'oublions pas une chose, Sullivan Péan, il est toujours sous contrat amateur avec le Stade Malherbe de Caen. Les discussions sont en cours depuis quelques semaines peut-être pour le voir signer son premier contrat pro. Ce serait l'apothéose à l'issue de cette saison, donc où il aura beaucoup plus joué, quoi qu'il en soit, qu'il ne le pensait. Caméra braquée sur Sullivan Péan, image très sympa avec l'entraîneur des gardiens du Stade Malherbe Caen qui est venu prendre ces deux gardiens pour les protéger en quelque sorte de la pression. Et oui, protégé de la pression, forcément, il a eu la pression. Il a fait une erreur dans cette partie, Sullivan Péan. Il a fauché l'attaquant Chris Bédia dans la surface. Les deux allaient au ballon. Mais l'arbitre, Monsieur Rainville, a désigné le point de pénalty. Il y avait déjà eu un autre pénalty auparavant. On en parlera après parce qu'il y a des choses à dire sur ce qui s'est passé en dehors. Ensuite, également Gaëtan Westbeck qui frappe et puis Sullivan Péan qui se détend bien. Et ce penalty est arrêté. Et ensuite, Chris Bédia, lui, va tirer le deuxième penalty à la 64e minute de jeu. Et il va la mettre au fond. Et on va en rester là, 1-0 pour Sochaux. C'était un match agréable tout de même entre deux équipes. Une équipe qui joue sa survie en Ligue 2. Et puis l'équipe de Sochaux également, avec le retour de Joseph Lopi, et qui a fait beaucoup de bien à cette équipe sochalienne, qui lui a permis de se stabiliser un petit peu. Et on va écouter tout de suite le résumé de cette partie entre Sochaux et Caen, si vous n'avez pas pu suivre cette rencontre. Sochaux 7e reçoit Caen 17e. Il y a urgence pour l'équipe normande qui reste sur 9 matchs sans victoire, 4 points pris dans cette série catastrophique. Le Stade Malherbe de Caen sera bien inspiré de revenir de son déplacement à Sochaux avec quelque chose. Des Sochaliens qui eux ont du mal à gagner ces derniers temps. Une seule victoire sur les 6 derniers matchs et 2 points pris lors des 4 dernières rencontres. Une partie qui s'annonce donc assez incertaine entre les deux clubs. Des Canets qui essayent de bien débuter la rencontre et pourquoi pas de marquer en premier.
Ils n'ont pas si mal joué sur quelques rencontres ces derniers temps, mais n'ont pas obtenu la récompense. Débordement sochalien sur le côté avec Steve Ambry. Le travail dans la surface et le pénalty accordé par l'arbitre du match, Nicolas Rainville. On ne joue que depuis 7 minutes. Et coup dur pour Caen. La faute de Caleb Zadisseri sur Ambry. Et une chance énorme pour Sochaux de mener rapidement au score. Encore faut-il transformer cette sanction en but. C'est bien évidemment le capitaine Gaëtan Weisbeck qui le tire. Et c'est sauvé par Sullivan Péan. Le jeune gardien de Caen s'est fait remarquer depuis ses débuts. Il part du bon côté et sauve face à Weisbeck. On en reste à 0-0. Caen peut donc toujours faire un résultat. Le coup franc sauvé par Maxence Prévost. Une belle possibilité pour JCP. Sochaux bénéficie de cette nouvelle balle dans la surface, mais c'est repoussé par des Canets résistants. 0-0 à la mi-temps. Ce n'est pas encore tout à fait ça pour Caen, mais le fait d'avoir sauvé le pénalty donne des chances, alors que Sochaux n'a pas eu énormément d'occasions nettes. Et les Sochaliens continuent à jouer de plus en plus haut. Première possibilité en seconde période pour Joseph Lopi, mais ça passe à côté du but normand. Nouvelle chance ici avec un ballon échappé par la défense. La sortie de Sullivan Péan et nouveau pénalty en faveur de Sochaux. Une sortie mal maîtrisée où il touche son adversaire. Cette fois-ci, ce n'est pas Weisbeck qui tire, mais Chris Bédia, celui qui a obtenu le pénalty, et il le transforme à la 64e minute. Le 9e but de la saison pour Chris Bédia. Sochaux mène 1-0. Un coup dur pour les Canets qui doivent maintenant revenir au score. Ils font tout pour égaliser, notamment sur ce tir sauvé par Maxence Prévost. Une belle possibilité. Mais ça ne passe pas. Puis cette chance sochalienne de marquer le deuxième but sauvé à angle fermé par Sullivan Péan. Nouveau tir, mais ça passe à côté. Sochaux s'accroche à ce résultat court. Lors du premier match de la saison entre les deux clubs, Sochaux avait gagné 4-1 en Normandie. C'était même le score à la mi-temps du match. Là, c'est beaucoup plus serré. Nouvelle parade de Sullivan Péan. Il permet à son équipe de rester dans le match. Une dernière chance, pourquoi pas l'égalisation in extremis pour Caen. Avec ce coup franc, la reprise de la tête. Deuxième chance, Prévost repousse la balle. Finalement, les Normands ne parviennent pas à égaliser. Victoire de Sochaux, 1-0 contre Caen. 1-0 contre Caen, et ça se termine là-dessus par la belle victoire sochalienne. Mais je crois qu'on a déjà une auditrice en ligne. Ah, elle est partie. Elle est partie, on va la rappeler. Bon, Fred, tu y as fait peur ou quoi? Elle est partie. C'est Pierrette qu'on va avoir dans cette émission. Elle nous a contacté la semaine dernière. J'avais promis que je la rappellerais, Pierrette. Pierrette, une des plus grandes supportrices du FC Sochaux Montbéliard, de Sochaux bien évidemment, et on va essayer de la rappeler. Allez, on la passe. Voilà. Besançon ? Bonsoir Pierrette. Allô ? Oui. Ben, j'entends plus rien. Alors nous on vous entend Allô ? parfaitement. Allô, allô. Est-ce que vous nous entendez, Allô ? Pierrette? Ben, qu'est-ce qui se passe ? Bon, ça marche pas. Bon. Alors, ça marche pas. Couple. Bon, allez, rappel, Fred. Et il faut couper le haut-parleur du téléphone, déjà. Bon, enfin bref, je ne sais pas ce qui se passe. On va essayer de la voir. Il y a sans doute quelque chose qui ne fonctionne pas bien. Alors, je ne sais pas si c'est le téléphone de Pierrette ou si c'est ici que ça ne fonctionne pas. Bon, ça arrive, hein, c'est la technique. La technique, par moment, peut nous faire défaut aussi également. C'est un peu comme le sport. Des fois, ça fonctionne bien. Allez, on réessaye. Bonsoir, Pierrette. Est-ce que vous nous entendez bien? T'es là? Est-ce que vous nous entendez Allô? bien, Pierrette? Allô, Pierrette? Est-ce que vous nous entendez bien? Bon, ça marche pas, hein. Je ne sais pas ce qu'il y a.
Je ne comprends pas. On essaiera de la rappeler dans un moment. Pierrette, je ne sais pas ce qui se passe. On va un petit peu poursuivre un petit peu. On va écouter la réaction de Fabrice Van de Put qui est passé du côté de Sochaux, hein, il y a quelques années et qui est pour le moment l'entraîneur de Caen après le limogeage de Pascal Duprat. Oui, messieurs, Fabrice, merci de nous accorder quelques minutes. Encore une fois, ce soir, ça ne tourne pas du bon côté pour Caen. Alors, vous restez 17e au prix des autres résultats, mais qu'est-ce qui vous a manqué pour au moins repartir de Sochaux avec un point? C'est sûrement l'efficacité devant le but, parce qu'on a eu encore des situations. On était plutôt bien en place, mieux encore que mardi, un peu comme à 3, et il nous a manqué cette efficacité, donc c'est vraiment ça que l'on recherche en ce moment. Oui. Votre fin de saison, au-delà du classement, elle est compliquée parce que le calendrier aussi est compliqué. Vous n'allez jouer que des équipes du très très haut de tableau. Comment est-ce que vous allez dire à vos joueurs d'aborder ces matchs-là en leur disant qu'au final, de toute façon, ils n'ont rien à perdre face à ces équipes-là? Ouais, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on joue contre n'importe quelle équipe et on connaissait notre calendrier, il y a 8 matchs. On savait qu'on avait une fin de championnat qui était très difficile, mais il faut qu'on puisse s'occuper déjà de nous. Et où j'ai des regrets ce soir, c'est pas sur la volonté des joueurs, parce qu'on a vu un match où on avait envie de venir prendre des points. Et premièrement, on n'a pas été efficace devant, et deuxièmement, il y a eu ces 2 pénaltys, dont le deuxième qui est largement évitable, quoi, qui fait qu'on perd. Beaucoup plus de sourires pour la fin de saison et pour le Stade Malherbe de Caen. Merci, mais on ne lâchera pas. C'était l'entraîneur de Caen, Fabrice Van de Put. Et puis là, on va essayer d'avoir Pierrette. Alors, Pierrette, est-ce qu'elle nous entend bien? Allô, Pierrette? Pierrette? Oh non, moi, je pense qu'il y a un souci soit avec son téléphone ou là, il y a un petit problème quelque part. Et elle a peut-être touché une touche qu'il ne fallait pas toucher. C'est ça, ça arrive aussi, hein, de temps en temps. On peut se tromper. On va écouter la réaction de l'entraîneur Omar Daf après cette rencontre. Une belle victoire bien construite face à une équipe qui a de la qualité. Clair que c'est une équipe qui lutte pour son maintien, qui s'est regroupée très vite à la perte du ballon. Il a fallu être patient, voilà, et construire cette victoire. Donc bravo aux joueurs pour les efforts qu'ils ont pu fournir. C'est clair qu'en première mi-temps, avec le penalty de Gaëtan, on aurait pu se mettre à l'abri plus rapidement, mais ça n'a pas changé nos plans. On a continué à jouer et je trouve que c'est logiquement qu'on gagne ce match. On savait que cette équipe allait rien lâcher. On a connu cette situation où il faut sauver un club, donc on s'attendait à avoir beaucoup d'intensité, beaucoup d'engagement, en plus de la qualité qu'ils ont individuellement. On a été servi parce que tactiquement, c'est pas le même camp qu'on a joué à l'aller. Ils se regroupaient très vite, ils nous laissaient très peu d'espace. Au début, on a eu du mal à toucher Soumaré entre les lignes. On a corrigé à la mi-temps. Voilà. Je dis aux joueurs qu'il fallait être patient. En utilisant la largeur, on allait étirer les lignes. Et là, on allait trouver des décalages. Donc bravo, parce qu'on a construit cette victoire avec beaucoup d'intelligence et beaucoup de patience. En première mi-temps, on s'est créé des situations. On a été dangereux tout de suite. Oui, ce genre de match, on sait que c'est des matchs difficiles. Aujourd'hui, soit des équipes qui jouent pour le haut du tableau ou des équipes qui vont jouer pour leur survie. Nous, on fait notre championnat. Je l'ai répété il y a plusieurs semaines. On a des ambitions. On veut terminer le plus haut possible dans le championnat. Aujourd'hui, on a 51 points. Les joueurs font une belle saison. Une belle saison. Donc, on va continuer à aller de l'avant, à prendre le maximum de points. On fera les points à la 38e journée. Mais ce soir, oui, c'est une victoire qu'on est allé chercher avec la personnalité. Tout n'est pas parfait, on le sait. On doit progresser sur le domaine offensif, notamment sur les 25 derniers mètres. Mais ce soir, quand on frappe 12 fois au but, c'est qu'on s'est créé des situations. C'était l'entraîneur socialien Omar Daf. Allez, on réessaye avec Pierrette. On espère que ça va fonctionner. Allô? Bonsoir Pierrette, est-ce que vous nous entendez? Qu'est-ce qui se passe? Pierrette, est-ce que vous nous entendez? Non? Toujours pas? Est-ce qu'elle nous entend, Pierrette? Elle nous entend toujours pas. Allô? Y a quelqu'un? Oui, il y a quelqu'un. On est là. Non, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Bon, je ne sais pas. Je ne sais pas quoi. Je ne sais pas ce qui se passe. Mais pourtant, tout est bon de notre côté. On l'entend parfaitement bien, mais elle ne nous reçoit pas, Pierrette. Alors, il y a aussi eu quelque chose dans cette soirée. C'est le petit, on va dire, c'est le
le gros coup de gueule aussi également avec Gaëtan Westbeck, le capitaine quand même de Sochaux, qui a tweeté sur le réseau social Twitter, hein. Pour ceux qui ne connaissent pas, bon, je pense quand même que beaucoup connaissent maintenant. Il a tweeté à la fin de cette partie en s'excusant d'avoir raté le penalty à la 6e minute contre cette équipe de Caen. Bon, c'était tout à son honneur de s'excuser, hein. J'ai encore jamais vu un joueur s'excuser, donc c'est honnête de sa part. Mais après, rater un penalty, ça arrive, hein, et il y en aura d'autres. Il en verra d'autres également, Gaëtan Westbeck. Mais de là, il a reçu quand même des messages pas très sympas, virulents même pour certains. Alors je sais qu'on est en plein confinement, tout le monde est un peu énervé, excité, mais je pense qu'il faut aussi garder raison et puis redescendre un petit peu, voilà, les pieds sur terre, car c'est quand même un petit peu, voilà, c'est quand même honteux et scandaleux de voir quand même de telles attitudes, surtout voilà, que ce soit envers n'importe qui, mais encore plus envers Gaëtan Westbeck qui a toujours mouillé le maillot. Alors certains après m'ont dit oui, mais c'est parce que chez vos confrères sur Bein Sport, il a dit qu'il voulait aller jouer en Ligue 1. Mais oui, heureusement, il a de l'ambition, ce garçon. Et à qui va-t-on reprocher d'avoir de l'ambition? D'ailleurs, si certains veulent nous appeler, 03 81 50 67 51, j'aimerais bien aussi en débattre avec vous, supporters, de ce qui s'est passé. Alors, je reviens, oui, je pense qu'il faut avoir de l'ambition. Gaëtan Westbeck est toujours au club. Il a quand même dit, c'était chez nos confrères, hein, Samuel Olivier, dans le Multiligue 2, et c'était il y a 2 semaines. Et Robert Malm aussi également. On lui a posé la question de savoir si un jour il voulait évoluer en Ligue 1. Ben heureusement qu'il veut jouer en Ligue 1 quand on évolue en Ligue 2. Forcément, on a envie de jouer à l'étage supérieur. Mais il a aussi rajouté, parce que souvent on raccourcit un petit peu les choses, et il a surtout ajouté qu'il voulait aussi monter en Ligue 1 le plus rapidement possible, forcément, avec Sochaux, le club qui lui a tout donné. Et c'est vrai que c'est Sochaux qui est allé le chercher aussi également. Donc, moi, je dis que c'est bien qu'un garçon ait de l'ambition. Et puis après, ça met aussi un peu de pression forcément sur les dirigeants qui doivent, eux, monter une équipe. Car on l'a déjà dit ici avec justement le président du FC Sochaux-Montbéliard, Samuel Laurent, que la place de Sochaux est en Ligue 1. Mais pour ça, il fallait déjà, je pense, dans un premier temps, restructurer le club, ce qui est en très bonne voie. Et ensuite, il faudra bien sûr monter une équipe compétitive pour que Omar Daf puisse faire monter le club en Ligue 1 dans les années à venir. Bah forcément, on espère que ça sera le plus rapidement possible. Si ça pouvait être la saison prochaine, personne, bien sûr, ne dirait le contraire. Tout le monde serait forcément heureux de revoir Sochaux en Ligue 1. Nous, les premiers, forcément, car on est aussi abonnés au stade. Même si on fait une émission de radio sur le sport, on est quand même abonné. Ce club est très important pour nous. Donc forcément, voilà, je voulais revenir un petit peu sur tous ces messages qui n'ont pas été très sympas envers Gaëtan Westbeck. Et donc j'espère que voilà, j'ai des gens on sait comment sont les réseaux sociaux, hein, c'est toujours très, très compliqué. Voilà, il suit plein de critiques de gens qui ne sont pas forcément bien intentionnés. Donc voilà, je voulais réagir. C'était un peu mon coup de gueule du soir parce que j'ai vraiment pas apprécié. Car rater un penalty, ça arrive à tout le monde. Et il en verra d'autres. Gaëtan Westbeck, en tout cas, il a été très honnête de mettre ça sur Twitter. Et ce garçon est plein d'honnêteté. On en est tous, bien évidemment, on le sait tous. Mais en plus, il n'a pas été, quand on est capitaine d'un club de football ou quand on est capitaine d'un club de sport, que ce soit n'importe où, c'est que déjà, on est un exemple. Donc, en tout cas, il avait été très fair-play de mettre ça sur son Twitter. D'ailleurs, il a supprimé son compte Twitter. Et c'est vraiment navrant parce que c'est aussi un lien, surtout qu'en ce moment, on est tous confinés, on ne peut pas aller aux entraînements. Et moi, je trouve que ce lien est important. On peut communiquer avec eux. Bon, après, ils répondent ou ils répondent pas, peu importe. Mais on peut quand même communiquer avec. Et je trouve que c'est sympa. On peut aussi échanger. Donc, j'ai trouvé ça quand même navrant qu'on en arrive là. Et c'est vrai que le club de Sochaux a quand même des valeurs. Bien sûr, la majorité des supporters de Sochaux bien évidemment soutiennent le club à fond et n'ont pas un tel comportement. Mais je voulais pousser un petit coup de gueule car ce sont des choses qu'on n'aime pas voir, car il y avait aussi beaucoup de méchanceté dans certains propos. Donc c'est ça, je voulais un petit peu réagir et puis soutenir aussi Gaëtan Westbeck, car
à la finale, Sochaux réalise quand même une bonne saison, même si tout le monde aurait voulu, bien sûr, les gens. On sort il faut pas l'oublier, on sort quand même de 5 années où on était quand même à la cave, hein, il faut dire ce qui est, on était quand même plus bas que terre. Le club se reconstruit, mais il faut un peu de temps. Et bien évidemment, si on peut monter en Ligue 1 le plus vite possible, tout le monde en sera satisfait. Voilà, on va fermer cette parenthèse. C'était le petit coup de gueule du soir. Bon, Fred, on n'arrive toujours pas à joindre Pierrette. Qu'est-ce qui se passe avec ces téléphones? C'est un comble quand même. En plus, elle nous entend parfaitement bien. Bon, elle va être déçue, Pierrette, mais j'en suis vraiment désolé. Je ne sais pas trop ce qui se passe. Pourtant, avec les téléphones, ça fonctionne d'habitude pas trop mal. On n'avait pas eu trop de problèmes ces temps-ci. On fera peut-être une dernière tentative tout à l'heure, justement, mais on va un petit peu, voilà, vous pouvez nous appeler, hein, on est en Ligue 2, dans la Ligue 2, on s'intéresse à Sochaux, on s'intéresse un petit peu à tout ce qui s'est passé pour cette 35e journée en Ligue 2. Eh bien justement, on parlait des réseaux sociaux, on parlait d'un tas de choses, mais en ce moment, c'est un petit peu à la mode. Il y a beaucoup de joueurs qui se font, on va le dire, insulter, qui se font même menacer pour certains sur les réseaux sociaux. Et c'est un peu ce qui est arrivé du côté d'Auxerre, avec des insultes envers Quentin Bernard, voire même des menaces. Il en a parlé justement dans le Multiligue 2 chez nos confrères de Beansport. On va écouter un petit peu ce qu'il a à dire, car c'est arrivé aussi, je crois, du côté de Clermont. Bref, c'est arrivé dans pas mal de clubs. Et je pense que voilà, faut que les gens, voilà, je sais pas, c'est le confinement qui rend les gens stressés, non, Fred? Le confinement peut non, le confinement, ça te rend pas stressé, toi. Tu deviens pas méchant comme ça d'un seul coup, non? Bon, alors qu'est-ce qui se passe? On va l'écouter justement, Quentin Bernard. Voilà, c'est pas un moment évident pour moi et ça fait jamais plaisir de parler de ça, mais voilà, on connaît l'importance des réseaux sociaux aujourd'hui. Et en fait, ce week-end, ça a un petit peu débordé, alors qu'on me critique moi, c'est une chose, qu'on n'aime pas le personnage, qu'on n'aime pas le joueur, voilà, c'est une chose, mais qu'on s'en prenne à ma famille ou à mes proches, surtout un soir de victoire, c'est plutôt ça qui m'a dérangé. Et puis c'était un ras-le-bol un peu général, et je me retrouve de moins en moins voilà, à ma place sur ces réseaux-là. Je trouve que voilà, il y a un peu trop de je sais pas comment dire, pas assez de garde-fou. Les gens se lâchent un peu trop. Alors il y a vraiment de commentaires positifs, mais c'est vrai que les commentaires blessants, négatifs, je suis pas un cas isolé. Je sais que Denis Bouanga l'a fait aussi ce week-end parce que voilà, les gens dérapent un peu trop, et à un moment donné, quand ça va trop loin, faut le rappeler. Ouais, je sais pas si mon cas personnel voilà, aidera les autres à surmonter leur quotidien. Alors bien sûr, je te dis, il y a peut-être 90% de messages très positifs, mais les 10% de négatifs, ou les 10% de personnes négatives prennent une place beaucoup plus importante, ou beaucoup trop importante à mon goût sur les réseaux. Alors je sais pas ce qu'il faut changer, je sais est-ce qu'il faut mettre un petit peu plus de filtres. Je sais que la LFP, avec les clubs, essaie de mettre une sorte de charte en place pour essayer de modérer. Voilà, créer peut-être des postes de modérateurs pour que voilà, la bonne parole ou la mauvaise, qu'il y ait une différence entre les deux, et puis qu'on puisse continuer à échanger tous ensemble dans un climat sain, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. On ne peut pas différencier la vie sportive de la vie footballistique professionnelle. Voilà, on est des sportifs, on est des pros, mais on est aussi moi c'est mon cas, on est des papas, on a de la famille qui nous entoure, et c'est compliqué de faire la part des choses. Alors comme je vais le répéter, il y a beaucoup de positifs, mais c'est vrai que le négatif, parfois ça va trop loin. Alors les critiques, je peux accepter, les insultes moins, et surtout qu'on m'insulte moi, ça me dérange pas, je suis armé, mais qu'on insulte ma famille, c'est ça qui m'a dérangé, et c'est ça qui fait que voilà, je préfère tourner la page. Après, vous connaissez l'importance des réseaux sociaux chez les jeunes. Si ma prise de parole et mon cas peut inciter les jeunes à la méfiance, ce sera tant mieux pour eux. C'est le chat qui est passé devant. Dégagez ton chat là, quand même. Pas de violence animale. Hein, non, parce qu'on fait quand même, ça fait 5 minutes qu'on dit à tout le monde la haine sur les réseaux sociaux, on évite. Si c'est pour nous prendre les associations contre les violences animales, non, on va éviter. Alors, c'était Quentin Bernard. Alors, tout le monde rigolait. Pourquoi?
Pourquoi? Parce qu'il y a un chat, il y a le chat de Quentin Bernard qui est passé et en fait il l'a poussé un peu et voilà, donc ça a fait rire un petit peu tout le monde. C'était une image trop sympa. Allez, on va réessayer avec Pierrette, voir si ça fonctionne bien. Bon, bonsoir Pierrette. Bonsoir Pierrette. Oh non! Oh non, bah si, pourquoi? Oh non! Bonsoir Pierrette, est-ce que vous nous entendez? Allô? Pierrette, est-ce qu'elle nous entend Pierrette? Pierrette, est-ce qu'elle nous entend? Bonsoir Pierrette. Pierrette, une fois, deux fois. Non, bah là ça vient, je sais pas. Je sais pas ce qui se passe là, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Alors je ne sais pas, je comprends pas d'où ça vient exactement. Là, je sais pas, faudrait regarder un petit peu. On va écouter tout de suite la réaction. On va aller du côté, on va rester sur Auxerre. Auxerre Dunkerque, c'était le match, franchement, un match très sympa avec un doublé pour Mickaël Le Bihan. 33e, 55e minute de jeu pour l'attaquant d'Auxerre. Auxerre qui a décroché, justement, on va voir les autres résultats, qui est 5e au classement, qui est passé devant le Paris FC, et on verra pourquoi. Et on écoute tout de suite Mickaël Le Bihan, qui en tout cas qui revient sur les talons du meilleur buteur de cette Ligue 2, qui est Bayo le Clermontois à 19 buts. Mais Mickaël Le Bihan, avec ce doublé, arrive à la 18e, arrive avec 18 buts à la 2e place de ce classement des buteurs. On l'écoute. Déjà merci. Oui c'est ça, voilà, 18 comme avec le Havre, donc je suis content. Maintenant, Bayo il a été constant, donc il est un peu devant. Le principal c'est l'équipe, voilà, il faut que je marque pour l'équipe et on fera les comptes à la fin de saison, mais forcément quand on est buteur on veut terminer devant. Exactement, voilà, il y a pas mal de gens qui nous pensaient morts, nous on y croyait dans le vestiaire, on y parlait, voilà, on y croyait vraiment. Et ce soir, on a réussi à avoir 3 bons points et c'est très bien pour la suite. Maintenant, il reste 3 gros matchs, donc voilà, il va falloir les enchaîner comme des finales. Une dernière chose à te demander. Est-ce que tu pourras, si jamais tu finis meilleur buteur de la saison, me faire ta célébration que tu faisais au Havre? Tu te souviens? Ouais, bien sûr, je me souviens. J'ai de bons souvenirs, donc forcément, je me souviens. Bah écoute, j'espère terminer devant et puis écoute, même si je termine pas devant, le prochain but, je la ferai pour toi en espérant qu'il arrive très vite. Mais c'était quoi déjà la célébration? Il avait une petite danse un peu comme Rabbi Jacob et puis voilà, donc c'était cette célébration et je lui avais demandé à chaque fois, il m'a toujours souri, mais là il me l'a promis, donc c'est une bonne chose. Bon, merci, la danse Rabbi Jacob pour le prochain but de Mickaël Le Bihan. Merci Mika. Merci à vous. C'était Mickaël Le Bihan qui est 2e meilleur buteur de cette Ligue 2. Bon, on n'aura pas Pierrette, on va réessayer quand même tout à l'heure. On va réessayer, je ne comprends pas ce qui se passe. Tout a l'air de bien fonctionner. On va maintenant s'intéresser. On va regarder un petit peu avant de revenir sur le bas. Avant de revenir sur le bas du classement. Allez, on essaye une dernière fois avec Pierrette. Qu'est-ce qui se passe? Alors, c'est bon, on peut. On essaye. Allez, on essaye. Alors, est-ce que Pierrette nous entend? Non, faut pas qu'elle rapproche, Pierrette. Faut pas qu'elle raccroche avant qu'on l'ait en ligne, sinon ça va pas le faire. Je sais pas ce qui se passe. Là, il y a un petit souci. On va essayer de la rappeler. On va peut-être y arriver. Peut-être qu'à un moment donné, ça va fonctionner. On va s'intéresser un peu à ce qui se passe du côté de Chambly. Chambly qui est en bas de classement. Chambly 19e qui recevait Nancy. Et ça fait match nul dans cette partie. Et on va écouter Bruno Luzzi qui, lui, dit simplement cette équipe de Chambly, elle va se battre vraiment jusqu'à la fin de ce championnat. Et Chambly est toujours en vie avec ce point du match nul. Mais j'imagine, Bruno, qu'il y a forcément de la frustration parce que vous avez mené au score et parce que j'ai envie de dire que c'est une erreur individuelle qui relance les Nancéens. Ouais, j'ai pas encore bien vu, mais il me semble que le gardien a le ballon. Et qu'il le relâche, après c'est limite faute, bon ça va vite. Bon après il y aura 2 immanquables quand même, faut être réglo, donc ça aurait pu se passer autrement. C'est toujours pareil, dans ces cas-là il faut aller chercher le 2-0, et tant qu'on n'a pas le 2-0 on n'est pas à l'abri, et bon,
On prend le point, qui nous laisse en vie, mais ça en aurait été encore un peu plus en vie avec 3. Bruno, vous avez vu réunir vos joueurs là au milieu de la pelouse, vous avez discuté pas mal avec eux. Qu'est-ce que vous leur avez dit de continuer d'y croire, j'imagine? Bien sûr que justement, il y a des équipes qui calent, donc ça aurait été mieux de leur mettre 3 points, mais c'est toujours ça, à la limite. On prend, on n'a pas le choix. On aurait préféré 3, mais on n'a pas le choix, donc on prend 1. Il faut aller faire un coup Havre la semaine prochaine, essayer de mettre une pression sur les 2 derniers matchs. Voilà, il y a des équipes qui sont pas bien depuis beaucoup de matchs maintenant. Pas nos cartes en main, parce que si elles font ce qu'elles ont à faire, on n'y pourra rien. En revanche, voilà, si nous on continue, on peut mettre une éventuelle pression, et de toute façon on se doit, par rapport à tout notre peuple, de bien finir au mieux. C'était Bruno Louzy, l'entraîneur de cette équipe de Chambly. Forcément, ils ne vont rien lâcher, les Camblisiens, pour rester justement dans cette Ligue 2. Bon, on réessaye avec Pierrette. Alors, énième tentative, attention, est-ce que ça va fonctionner? Bonsoir Pierrette, est-ce que vous nous entendez? Je ne sais pas, ça raccroche à chaque fois là. C'est quand même un petit peu bizarre. Alors, je ne sais pas si c'est Pierrette qui raccroche à chaque fois. Bon, je crois qu'on va pas y arriver ce soir. On restera sans doute à la semaine prochaine. On va continuer un petit peu d'éplucher cette Ligue 2. On va aller du côté indien, du côté d'Ajaccio. Il y avait une rencontre entre Ajaccio et Amiens. Ça a été très chaud, très chaud, bouillant du côté. Ça s'est terminé par un match nul, 2 buts partout. Et vous allez voir, il y a eu des échauffourées. Pourtant, il n'y a personne dans le stade, hein, logiquement, à part les staffs et les, bien sûr, les remplaçants des 2 équipes. Et ça s'est un petit peu chauffé du côté d'Ajaccio. On va écouter, si je retrouve tout ça, voilà, on va écouter un petit peu ce qui s'est passé. Oui, effectivement, il y a eu de la tension sur le terrain jusqu'au dernier moment avec cette égalisation aminoise dans le temps additionnel. De partout, on rappelle le résultat final. Et puis, il y a eu de la tension également en dehors du terrain. Alors, je vais rester très prudent parce que pour tout vous dire, je commentais la fin du match et c'est parti extrêmement vite dès quasiment le coup de sifflet final. Alors, il y aurait eu quelques mots qui ont été échangés entre les remplaçants, un petit peu à l'image de la tension, de la frustration. Il y avait beaucoup de frustration, bien sûr, du côté de l'ACA. Et puis, peut-être un petit peu plus d'énervement également du côté de l'équipe de l'Amiens SC, avec une situation qui était un petit peu litigieuse également dans les toutes dernières secondes du match dans la surface de réparation. On réclamait un penalty, il n'en était rien. Et puis voilà, au coup de sifflet final, c'est parti en 1 seconde dans les tribunes. Ce qu'on peut signaler, c'est qu'il y a eu une intervention très rapide de la part effectivement du service de sécurité de l'AC Ajaccio qui a séparé notamment les joueurs, les remplaçants qui étaient présents dans les tribunes. Mais vous l'avez dit, Samuel, c'est vrai que c'est tout à fait étonnant. Il n'y avait pas vraiment d'enjeu d'un point de vue sportif, mais il y avait de la tension, en tout cas dans ce match jusqu'au bout, qui se termine donc par ce score de parité. Alors, il y avait de la tension dans cette partie du côté de la Corse et du côté de l'AC Ajaccio. Allez, on va réessayer. Peut-être que j'ai touché, peut-être qu'on a trouvé les bons boutons. Bon, j'espère aussi que ça va fonctionner. Allez, c'est parti. Bonsoir, Pierrette. Allô? Bonsoir. Vous nous entendez? Bonsoir. Ah, j'ai l'impression que vous nous entendez mieux. Parce que tu causes assez fort, mon gamin. Ah, ça doit être ça. Alors non, c'est parce qu'en fait, il y avait des boutons qui étaient pressés. Et voilà, normalement, ils ne sont jamais pressés. Personne ne doit les appuyer. Et puis là, en fait, ils étaient appuyés. Allô? Donc, allô, vous nous entendez bien? Tu causes? Oui, je parle. Je vous parle. Parle alors. Ah je parle. En fait, ça fait déjà C'est une moi heure qui faut parler? Ça fait déjà 1h30 que je cause. Maintenant, ça va être à votre tour. Bon, écoute, on parle de Sochaux? Bien sûr qu'on parle de Sochaux. Bon, alors, vive Sochaux. Moi, je suis qu'une simple supportrice et je veux absolument que notre équipe remonte en Ligue 1, qu'il fasse beaucoup d'efforts pour donner tout du bonheur à tous les supporters et puis que la maladie s'en aille, là, qu'on puisse retourner au match. Ça, c'est vrai. Parce que ça nous manque absolument à tous. Bon, c'est vrai que ça manque de ne pas être au stade. Je pleure, tu sais. Enfin, je dis rien. Je veux pas dire mes petits problèmes de chagrin. Mais ça fait mal quand même, parce que c'est pas normal ce qui arrive. C'est vrai. Alors j'espère que les gamins, ils vont tout faire pour nous donner du bonheur, malgré qu'on peut pas aller au match. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé de cette saison? Elle était un peu, comme on dirait, chaotique. Bon, moins chaotique. Il y avait des hauts, des bas, et puis il y a des fois... Ce qui me dérange, c'est que parfois, ils font des matchs extraordinaires et qui mènent les 3 points, et puis des fois, il n'y a plus rien. C'est une équipe qui est assez jeune, tout de même, hein, à Sochaux. Oui, même que c'est des jeunes. C'est peut-être ça aussi. Même quand on est jeune, ils sont plus jeunes que les anciens, alors ils devraient avoir plus de rythme dans le corps, puis jouer à 100%.
Oui, mais quand on est une équipe très jeune, on manque peut-être un peu de régularité aussi. Ah, bah écoute, moi, je sais pas. Moi, je suis pas sportif, mais je veux dire, j'avais un petit frère, il s'appelait Jackie. Il disait, quand on a gagné, c'est qu'on était tous sur le terrain, quelle que soit notre façon de faire. Et si on est match nul, on était vraiment des nuls. Et quand on perdait, il disait, on aurait dû retourner au boulot puis pas aller au match. Malheureusement, il est décédé. C'est une belle devise. En tout cas, on pense. Eh ben, je pense toujours à lui. Et puis j'ai vu un joueur il y a 15 jours ou 3 semaines que je les ai vus en vitesse. Je lui ai dit ce que mon petit frère a dit. Oui. Et je ne sais pas si ça lui a rentré dans les oreilles. Bon, il va peut-être s'en rappeler. Le football, il y a des hauts et des bas. Bien sûr. Comme dans la vie. Ben oui, parce que quand ils auraient une intelligence comme l'éléphant, ils se rappelleraient toujours des erreurs qu'ils font. C'est vrai, c'est pas faux. Oui, écoute, je sais pas, moi. Moi, je peux pas dire à 100% que je connais tout sur le sport. Personne. Sur le football. Personne ne connaît tout. Menteuse. Personne. Comme je suis pas menteuse, mais quand je vais au match, je veux m'éclater de bonheur. C'est ça, prendre du plaisir. Ben oui, comme tout le monde, comme tous les supporters. Des fois, je me rappelle quand on était en Ligue 1, on faisait là ou là tout le stade. C'était beau, c'était magnifique. Maintenant, on n'arrive plus à le faire. On n'est presque plus rien. Parce qu'il faut qu'on remonte en Ligue 1 pour ça. Ben oui. Et puis, il y a beaucoup de gens qui ont déserté parce que Sochaux est en Ligue 2. Oui, c'est vrai. Le temps que je peux y aller, j'y vais. Si j'ai quelqu'un pour m'emmener, parce que toute seule, je peux pas. C'est ça être supporter. Voilà. Supportrice, supporter, c'est ça, c'est devenir. Frédéric, voilà, je te remercie. De et rien. je dis merci à tous les supporters avec qui je corresponds les samedis soirs ou les jours de match. Oui. Qu'on s'envoie des messages que je réécris pour soutenir Sochaux. C'est ça qui manque aussi, hein. C'est vrai, les soirs de match, la convivialité entre supportrices et supporters. Ah ben moi je fais, tu verrais, moi tous les samedis soirs, je dis je ne veux pas être dérangé par personne et je fais mon boulot pour que tous les supporters, on ne lâche pas les Sochaliens. Bien sûr, on quel que soit le résultat. Oui, bien sûr. On mord la poussière avec eux. Après, ça reste. Bien sûr, on est tous déçus quand on perd, mais ça reste du sport. Il faut aussi relativiser. Ah, mais il faut aimer quand même, hein. Bien sûr qu'il faut aimer. C'est une passion. Je me souviens de mon petit frère qui, chaque fois que je vais, je lève les yeux vers le ciel. Je sais bien qu'il n'est pas là-haut, mais c'est une façon de faire. Oui. Je dis, je t'en prie, envoie la lumière à ses enfants. Ils ont tout. Mais le plus terrible, c'est qu'ils ont tout pour réussir. Exactement. Je te jure, moi, quand je les vois des fois jouer puis que je vois ce qu'ils font, ils ont tout pour réussir. Et je ne comprends pas qu'ils ne puissent pas continuer tout le temps. Je dis merci pour le but que le petit, je ne sais plus son nom, Bailly, je ne sais pas quoi. Bédia. Oui, je le remercie et je remercie tous les joueurs pour les efforts qu'ils ont faits. Mais il faut aller encore plus loin, au-delà de tout. Ça, on espère en tout cas que les dirigeants vont monter une belle équipe pour la saison prochaine. Ouais. Et puis que tous les supporters, quelle que soit la situation des joueurs sur le terrain, doivent malgré tout aller avec eux, les soutenir, les encourager, comme font la tribune Nord. Des fois, ils vont voir et puis ils les encouragent. Et tout le monde devrait faire ça, mais maintenant, c'est plus comme ça maintenant. C'est tous ensemble qu'il faut pousser pour retrouver la Ligue 1. En tous les cas, on va rester sur cette belle conclusion. Pour te dire que moi, je suis Lorraine, alors tu vois un peu le boulot. Je te fais plein de bisous. Nous de même. Aux supporters et à tous les joueurs et puis tous les dirigeants. En tous les cas, j'espère qu'ils vous ont entendu ce soir et puis qu'ils ont pris bonne note. Oui. Au revoir, mon petit Frédéric, et merci de ta gentillesse. De rien, merci. Respect pour moi. Merci à vous, Pierrette, et puis à très bientôt. Merci. À très bientôt. Bonne soirée. Bisous, à bientôt. Et oui, c'était Pierrette qui nous faisait l'honneur de venir dans cette émission. On avait dit qu'on la rappellerait, car elle m'avait envoyé des petits mots très sympathiques. Eh bien, c'est fait. Voilà, Pierrette, elle a dit, attention, voilà, il faut être tous ensemble, pousser pour que le club retrouve la Ligue 1, on l'espère, comme on l'a dit tout à l'heure, le plus rapidement possible. On va continuer un petit peu dégrainer cette Ligue 2 avec un match entre, justement, pour cette 5e place, avec le Paris FC qui s'est déplacé du côté de Guingamp. 0 partout dans cette partie. Et pourtant, Florian Martin, à quelques minutes de la fin de cette rencontre, il a la possibilité de marquer le but qui aurait permis à cette équipe du Paris FC de garder cette 5e place.
Et l'arrêt d'Enzo Basilio, le gardien de Guingamp, qui fait un très bel arrêt face à un Florian Martin, peut-être un petit peu aussi fatigué par cette partie qui a été âpre contre Guingamp. Et on va l'écouter, le gardien de Guingamp, après cet arrêt. Oui, on a fait une très bonne semaine où on a été invaincu, on n'a pas pris de but, donc on avance. Ce soir, les résultats des équipes qui sont derrière nous nous sont bénéfiques, donc c'est un point qui va compter, c'est sûr. Baptiste, il a raison, il a tout dit. Il reste 3 matchs. Maintenant c'est à nous de s'arracher encore et encore et montrer au club que voilà, on doit rester en Ligue 2. Pas de répit, c'est sûr, jusqu'au bout il va falloir se battre, prendre des points pour se sauver et voilà, on s'est mis dans cette situation tout seul et c'est à nous de nous en sortir tout seul. Le strict minimum quand on est à Guingamp, c'est ce que nous répète le coach tout le temps, c'est de laisser le club là où on l'a trouvé au minimum. C'était Enzo Basilio, l'entraîneur de Guingamp. La réaction du côté du Paris FC, c'est le président Pierre Ferracci qui lui n'était pas forcément content de son équipe. Il parle de manque d'ambition, le président du Paris FC. Merci Président d'être à nos côtés dans cet après-match du Multiligue. Quel est votre sentiment après ce match nul? On a quand même eu l'impression que le Paris FC, hormis ce penalty qui aurait pu tout changer, avait eu du mal à faire le jeu, à essayer d'aller conserver cette 5e place en s'imposant ce soir. Oui, il y a de la frustration et de la frustration par rapport à ce que le Paris FC a montré parce que je trouve qu'on a manqué d'ambition, tout simplement. Je n'ai pas eu l'impression qu'on jouait pour gagner ce match. J'ai presque eu l'impression qu'on jouait pour ne pas le perdre. Et dans la situation qui est la nôtre, à la lutte avec Auxerre, c'est pas tout à fait la bonne attitude. Alors il y a un peu de fatigue, mais j'en veux pas à Flo Martin parce qu'il en a marqué d'autres et un penalty ça se loupe. Et puis je crois qu'il était cramé d'ailleurs au moment où il a tiré le penalty, il était très fatigué. Donc de la frustration par rapport à ce qu'on a montré. Oui, je suis un peu déçu. J'ai pas l'habitude de tenir ce discours parce que je suis toujours derrière l'équipe et je le suis bien sûr aujourd'hui. Mais je crois que la meilleure façon d'être derrière l'équipe, c'est de lui dire que dans les 3 derniers matchs, il faut manifester plus d'ambition pour aller chercher une place dans les 5 premiers. Est-ce que vous avez l'impression que la tendance s'est inversée? Alors le classement, il se joue juste à la différence de but, mais quand on voit que le PFC reste sur 4 matchs sans victoire en Ligue 2, Auxerre gagne ce soir dans des conditions un petit peu compliquées, ils étaient menés 1-0, est-ce que vous avez l'impression que Auxerre est sur une dynamique positive et que vous êtes sur une dynamique moins positive? Non, ça peut aller très vite. Moi je suis persuadé que dans les 3 derniers matchs, on peut renverser la vapeur et puis vous savez, tout le monde est fatigué aujourd'hui, nous on l'est peut-être en ce moment, physiquement et mentalement. Mais raison de plus pour tout lâcher. Et quand je dis ambition, mais on n'a rien à perdre. Sinon une place dans les 5 premiers, si on joue petit bras. Et je trouve que ce soir, on a joué petit bras. Alors c'était peut-être la fatigue et j'espère que les joueurs vont bien se reposer et se reprendre pour les prochains matchs. Mais il faut une dynamique qui aille un peu plus de l'avant, à tout point de vue d'ailleurs, y compris qu'on essaie d'aller marquer des buts, on en a les moyens. Et à partir de là, peut-être que dans 3 matchs, vous me direz que la dynamique s'est encore renversée. Et on sera dans les 5 premiers, je l'espère en tout cas. Mais c'est pas gagné. C'était le président du Paris FC, Pierre Ferracci. On revient un petit coup sur ce choix un petit peu. Venez nous dire un petit peu, parce que c'est vrai que le mercato va arriver, les transferts cet été, les joueurs, bien sûr, les agents des joueurs commencent déjà, à mon avis, à discuter. Forcément, il y a des joueurs qui vont être convoités du côté de Sochaux. On en parlait tout à l'heure avec mon petit coup de gueule sur Gaëtan, enfin pas sur Gaëtan Westbeck, c'était un coup de gueule contre ceux qui ont lancé des messages un petit peu sur Twitter très méchants. Et oui, Gaëtan Westbeck, il sera sans doute convoité, comme d'autres joueurs sochaliens. Venez nous dire un petit peu, 03 81 50 67 51, qui vous voyez rester dans cet effectif de Sochaux, en attaque, au milieu de terrain, également en défense. Et on va parler un petit peu des stats dans cette partie du côté de l'attaque sochalienne. En tous les cas, au niveau des tirs, il y a eu 12 tirs de chaque côté. Après, les tirs cadrés, il y en a quand même un peu moins. Il y en a 5 du côté de Sochaux et 2 du côté de cette équipe de Caen. Les tirs en dehors de la surface, il y en a eu 2 pour Sochaux et 8 quand même pour cette équipe de Caen. Bon, ça a été un petit peu au niveau de la distribution et puis également notamment de la possession de balle. C'est à peu près équilibré, 51% pour Sochaux, oui, et 48% pour Caen. Les duels gagnés, c'est à peu près équilibré aussi. Il y en a eu un peu plus pour cette équipe de Caen avec 52% contre 47% pour Sochaux. Du côté des duels aériens, on voit que Sochaux en a gagné un petit peu plus, à 55% contre 44%.
pas de hors-jeu du côté de Sochaux, un seul du côté de cette équipe de Caen, mais plus de corners par exemple. Il y en a eu 7 pour Caen et puis 5 pour cette équipe de Sochaux. Et bien justement, on parlait un petit peu de la défense sochaudienne. On va écouter Johan Martial qui lui revient sur la fin de saison et pour lui, la 5e place est peut-être encore possible. Alors, est-ce que c'est votre avis ou est-ce que c'est tout est terminé? On va l'écouter tout de suite, le défenseur sochaux-lien. Tard, mais c'est bien d'avoir fait ce soir. En tout cas, ça nous fait du bien. Si on l'avait eu avant, on aurait pu. À un moment qu'on attendait les 3 points. Je ne sais pas si c'est trop tard, mais c'est bien d'avoir fait ce soir. En tout cas, ça nous fait du bien. Si on l'avait eu avant, on aurait pu avoir un peu plus d'espoir. On a toujours des regrets parce qu'on joue les matchs pour les gagner et surtout quand on voit que les résultats de ceux devant nous suivent pas forcément, et on a toujours des regrets. Mais bon, le plus important c'est de travailler, se remettre en question et d'essayer de gagner le match d'après. Ça a été un match difficile. On joue contre une équipe de Caen qui joue sa survie. Donc on savait que ça allait pas être facile. Mais on a réussi à déjà bien défendre. Je crois qu'ils n'ont pas eu énormément d'occasions. Et on a su être dangereux offensivement, créer des pénaltys. Et ça nous a souri ce soir. Aujourd'hui, ça a été dur. La première mi-temps s'est plutôt bien passée. La deuxième mi-temps, j'ai senti un petit coup de mou. Donc c'est pour ça que j'ai demandé au coach de me sortir. Mais bon, après, je savais aussi qu'il y avait Flo Pogba qui allait me remplacer. Donc il n'y avait pas de souci. Mathématiquement, c'est pas cuit. Après, on va pas se voiler la face, ça va être très difficile. Mais on va essayer on joue pour gagner les matchs de toute façon, donc on va déjà aller à Dunkerque, essayer de gagner le match. Et si on gagne, on va pouvoir espérer un peu plus. Et le prochain match, essayer de le gagner encore jusqu'à pouvoir peut-être être récompensé à la fin de la saison. Alors c'est vrai que le prochain match, comme le dit si bien Johan Martial, ça sera du côté de Dunkerque. Dunkerque qui est en 18e position avec 36 points. Devant, on retrouve Caen en 17e avec 37 points. Guingamp 16e avec 38 points. Niort 15e avec 39 points. Pau FC 14e avec 39 points. Ensuite, on trouve 13e Le Havre avec 41 points. Franchement, cette fin de saison en bas de classement, elle va être vraiment à suspense. Et ça va se jouer un petit peu comme en Ligue 1. Ça va être, à mon avis, je pense que l'alarme but va se déclencher toutes les 2 minutes en fin de saison parce que ça va être vraiment des blocs. Je pense qu'il n'y aura plus de milieu de terrain. Ça va être attaque-défense et tellement les équipes sont proches en termes de points. On va continuer un petit peu éplucher cette Ligue 2 avec des réactions. On va retourner un peu sur Ajaccio-Amiens avec dans le multi Ligue 2 sur beIN Sport, à chaque week-end, ils invitent quelqu'un. Là, ils ont invité un supporter inconditionnel de Benjamin Lecomte, qui est le portier de cette équipe de l'AC Ajaccio, qui est passé aussi par Yves Antonin Gaillard. Et c'est là aussi que ce supporter a rencontré Benjamin Lecomte. C'était assez sympathique. Et on va l'écouter justement à la fin de la partie Ajaccio-Amiens. Ils les ont réunis. L'un était en plateau, l'autre sur le terrain, bien évidemment. On va écouter un petit peu ce qu'ils se disent. Ouais, je pense que après il y a aussi les clubs peut-être un peu moins huppés de Ligue 1 où on peut peut-être accéder plus facilement aux joueurs. Après, il ne faut pas jeter la pierre aux joueurs qui jouent au PSG, Marseille. Ça va être tellement compliqué de répondre à toutes les sollicitations. Donc nous, c'est vrai qu'on a la chance de pouvoir le faire. Et puis Jordan, finalement, c'est étrange parce qu'il était déjà supporter à Evian, mais on a vraiment commencé à se connaître quand je suis arrivé à Ajaccio, donc où il est venu faire un séjour et du coup je l'ai invité à la maison boire un café et c'était super sympa. C'est vraiment qu'on s'est découvert. Et le plus tôt possible, j'espère, hein, mais c'est vrai qu'en déplacement, je dis qu'il porte la poisse, mais l'année dernière, il venait me voir tout le temps à l'extérieur et ça se passait plutôt bien, donc c'est moi qui suis un peu mauvaise langue. Et c'est vrai que c'est assez sympa ça, quand vous allez voir les joueurs. Et ça se passe aussi du côté de Sochaux, c'est pareil. On va les voir à l'entraînement. Ça m'est arrivé aussi également. D'ailleurs, je salue Kevin Hanin, dont j'ai été proche quand il était à Sochaux. Et puis, je lui souhaite bien évidemment, on a une grosse pensée pour lui. Et puis, et c'est vrai que c'était assez sympa. Il y a eu d'autres joueurs également qu'on a côtoyés aussi du côté de Sochaux. C'est vrai qu'on peut aller les voir librement à l'entraînement, on peut discuter avec eux. C'est assez sympa. C'est sûr que comme le dit Benjamin Lecomte, dans certains clubs comme le PSG, Marseille, je pense que c'est très compliqué d'approcher les joueurs. Mais à Sochaux, on peut encore y aller
voilà, de manière très sympa, très décontractée. Et les joueurs sont sollicités, mais en tout cas, ils sont toujours là pour signer des autographes, pour parler avec vous. Donc, c'est vrai que c'est sympa ce côté famille. On va se le cacher. C'est vrai que ce sont des joueurs professionnels, mais il y a aussi ce côté famille. On peut les voir assez librement. Et ça, c'est vrai que c'est sympa quand vous venez avec des enfants et tout. C'est vraiment un moment unique et on a encore ça à Sochaux et ça, c'est quelque chose qu'il faut garder. C'est quelque chose qui, dans les grands clubs, n'existe pratiquement plus, parce que je pense que forcément, il y a beaucoup de monde et puis ils sont obligés aussi de cadrer un petit peu les choses. Donc les joueurs ont peut-être sans doute un peu moins de liberté et les supporters aussi. Donc bon, c'est bien dommage, c'est comme ça, mais on peut aussi le comprendre. Mais du côté de Sochaux, en tout cas, c'est encore assez libre. Donc dès qu'on aura pu toutes ces contraintes, en espérant qu'on arrive à vaincre ce Covid très rapidement, on pourra se retrouver du côté de Chabot, de Wembley, pour aller encourager les Sochaliens à l'entraînement. Et on est certain que ça leur fera beaucoup de plaisir de revoir les supporters et puis nous aussi de revoir les joueurs. Et ça va faire, voilà, ça va vraiment mettre des sourires sur les visages de tout le monde. On continue un petit peu, on va parler, on a fait un petit peu le tour, on va parler également, je ne sais pas si vous avez dû suivre forcément avec ce qui s'est passé sous l'ère Ledus, il y avait aussi ce projet Socio Show. Alors ils en ont parlé, ils n'ont pas parlé de projet Socio Show dans l'after-foot chez nos confrères d'RMC, je crois que c'était la semaine dernière, mais ils ont parlé un petit peu des projets de socios qu'on voit fleurir un petit peu partout, et c'est Luc Dayan qui est venu en parler de ces différents projets qu'il a lui-même mis en place. Après, voilà, je vois qu'on a quelqu'un, peut-être. Non, c'est personne. C'est quelqu'un qui a appelé, mais pour autre chose. Oui, qui a mis ces projets en place dans différents clubs, et notamment du côté de Bastia. Il y a aussi ça du côté de Rouen, du côté du Tour FC. Mais on va déjà écouter du côté de Bastia ce qu'a mis en place Luc Dayan. Son générique, Bastia. Parce que c'est un truc qui, je précise, c'est un truc qui est très excitant pour tous les supporters de se dire, attends, on peut être partie prenante dans les décisions. Il y a de nombreux clubs, je pense à Bordeaux, à Nantes, ils en rêveraient aujourd'hui. Et tu l'as mis en place à Bastia. Ouais, on l'a mis en place il y a 3 ans, quand le club a déposé le bilan, la SASP, on est reparti avec l'association. Et moi, on m'avait soufflé cette idée, c'était au moment du dossier de l'OM, un supporter de l'OM qui dirigeait une société coopérative et qui m'a expliqué ce schéma-là, où au capital d'une société coopérative, tu peux mettre tous les acteurs intéressés par la réussite de cette société. Donc ça correspond très bien à un club de foot. Donc à Bastia, j'ai proposé ça aux dirigeants. Ça correspond à un club de foot, si tant est que les propriétaires aient envie que ça se passe. Sauf que là, donc, à Bastia, on redémarrait 2-0. Et les actionnaires, pour reconstruire, ont bien compris qu'il valait mieux travailler avec tous les acteurs concernés pour rebâtir quelque chose de pérenne. Surtout que tu pars en National 3 dans le monde amateur et qu'il n'y a pas de recette. Donc il faut en même temps des fonds propres et que tout le monde comprenne comment on fait pour y arriver, pour remonter. Parce que tu as un club qui est un ancien club de Ligue 1 avec un centre de formation, avec un stade, avec une marque. Donc on a essayé ça. Ça s'est mis en place 1 an après. Les supporters qui s'étaient mobilisés au moment de la crise et qui avaient dit, nous, on va réunir un peu d'argent. Donc finalement, on leur a proposé de participer au capital, de participer au conseil d'administration. Et moi, j'ai formé un petit peu les dirigeants actuels en disant, voilà, que ce soit en société coopérative ou dans le fonctionnement normal d'un club de foot, ça fait partie du boulot que le plus tôt possible, quand tu prends des décisions, quand tu présentes ça à tes sponsors, tu présentes ça à la collectivité, tu présentes ça aux supporters, et c'est une bonne gestion en réalité. Ça Alors, te fait, concrètement, voilà. Sauf que là, c'est au capital. Explique-nous la répartition du capital, ce que ça a donné. À Bastia, tu as les fondateurs, donc qui sont les 2 familles qui ont mis de l'argent. Au début, c'est la famille Ferrandi et Luigi. Elles 2, elles ont 38%. Ensuite, tu as les entreprises sponsors du club qui ont 22%. Tu as les socios qui ont 20%. 20%, c'est conséquent. Tu as les collectivités qui ont 10%. Et puis, tu as les salariés qui sont aussi actionnaires à hauteur de 10%. Ça, c'était la répartition initiale. Et puis, comme c'est un capital variable au fur et à mesure de l'avancée, mais il y a des nouveaux actionnaires qui peuvent rentrer, que ce soit des personnes physiques
ou des entreprises ou des collectivités. Je t'ai envoyé cet après-midi, il y a plusieurs petites villes autour qui sont rentrées au capital de la SIC et qui, grâce à ça, participent à son développement et qui voient très bien qu'un club aussi fort que Bastia rayonne dans son environnement. Ça permet à des jeunes de ces villages de pouvoir envisager, de pouvoir le moment venu rentrer au centre de formation. Donc tout ça, c'est un écosystème, un club. C'est ce que je dis depuis des années et des années. Je sais que je le répète indéfiniment, mais un club dans une ville, soit à Bastia, à Tours, à Lille, et ainsi de suite, à Lens, tu as toutes ces familles d'acteurs qui sont autour de ce qu'on appelle le club. En France, on a des formes juridiques qui étaient proposées par le législateur, la SASP, quand on a commencé à avoir de l'argent arrivé, on s'est dit c'est des entreprises de spectacle, donc des sociétés anonymes qui ont des conventions avec des associations, qui elles ont la marque et ont l'inscription au championnat, qui sont donc inscrites. C'était Luc Dayan, justement, qui en parlait de ces projets sociaux. On ne va pas l'associer à Socio Show, hein, mais c'est un peu le même débat, justement, que les supporters prennent position un petit peu dans les clubs, qu'ils aient un petit pourcentage, histoire pas de mettre de pression, hein, forcément, aux dirigeants, mais d'être là et aussi d'avoir l'occasion de faire des opérations pour les supporters et d'avoir un petit peu de poids au sein du club. Et je trouve que c'est quand même une opération assez sympa. C'est Luc Dayan, justement, qui en parle, hein. Lui aussi, il a une carrière, il a été actionnaire de Lille, dont il a été le président de 2000 à 2001, il était actionnaire de 99 à 2004, il a été le président de l'Entente Sannois-Saint-Gratien aussi de 2004 à 2007, président du FC Nantes, hein, bon, pas longtemps, de juin à juillet 2007, et puis également en 2010, président du Racing Club de Strasbourg, du 18 février au 24 mars, bon, ça n'a pas duré longtemps non plus, et puis pendant un an, président du Racing Club de Lens. Et donc, il parlait de tout ça, justement, Luc Dayan. Et puis aussi, ils ont reçu dans cette émission Grégoire Meurice, qui est le président de la fédération des culs rouges à Rouen. C'est le terme, hein, c'est pas moi qui invente. Et puis, justement, il revenait sur ce qu'il y a aussi le projet de sociaux du côté de Rouen, avec 6% détenus par les supporters. On va l'écouter. Tu as écouté, Luc, ce qui s'est passé à Bastia ? Oui, bien sûr, j'ai écouté les mots de Luc et je dois le remercier parce que il a parlé d'écosystème et c'est clairement ça. Aujourd'hui, un club, c'est pas seulement 11 joueurs sur un terrain. C'est toute une vie autour d'une équipe, des équipes de jeunes, d'une collectivité, des supporters, des bénévoles, des salariés. Et quand on parle d'écosystème, ça me plaît beaucoup. Et Gilbert a parlé de propriétaires de clubs. Et voilà, aujourd'hui, est-ce qu'on peut satisfaire qu'un homme décide de tout dans un club, surtout dans les clubs qui ont 120 ans? C'est plus possible. Aujourd'hui, les supporters ne sont pas un problème. Ça peut être aussi des solutions pour plein de choses, pour la capacité à fédérer, leur amour du club. Et aujourd'hui, on a l'impression, il y a une phrase qui disait les dirigeants dirigent, les joueurs jouent, les supporters supportent. Mais je pense que ça, c'est des vieux codes qui sont amenés à disparaître, puisque aujourd'hui, on a clairement envie d'être acteur pour aider notre club. Et on a tous des compétences, hein. Il n'y a pas que des chômeurs alcooliques, hein, dans les gradins, hein. Il y a des avocats, il y a des présidents d'associations, des comptables, des entrepreneurs qui sont tous prêts à mettre leur pierre à l'édifice. Et malheureusement, les supporters sont encore trop peu écoutés par les dirigeants des clubs, je trouve. Alors, après ce préambule brillant, Grégoire, raconte-nous où en est aujourd'hui le FC Rouen, qui est un club historique du foot français et qu'on n'a plus trop vu depuis le maillot Nova et Roger Itoto. Roger Itoto, c'est ma gloire, donc pas de problème. En fait, nous, on a un glorieux passé. On a été très très longtemps professionnel. Moi, j'ai un petit souci, c'est que je suis trop jeune pour me rappeler du SCR en Ligue 1. Donc, je l'ai connu en Ligue 2 avec des Jean-Pierre Hort, Fleur Laville et Roger Itoto, bien sûr. Et donc, on a vécu 3 dépôts de bilan
qui nous ont fait extrêmement mal, dont le troisième il y a une petite dizaine d'années, un peu moins de 10 ans. Et après ça, on a décidé, Mathieu Gutefin et les administrateurs ont décidé de créer la fédération des Culs Rouges alors c'est pas une association uniquement de supporters, c'est de tous les amoureux du FC Rouen. C'est-à-dire qu'on peut très bien être un joueur et adhérer à la fédération ou être un expatrié, comme on appelle, dans d'autres pays ou dans d'autres villes de France et supporter le FC Rouen et adhérer donc à la fédération. Et il y a 2 ans, on a eu l'opportunité de rentrer donc au capital. Donc on a fait un crowdfunding et on a donc la part minimum était à 25 000 euros et nous en 3-4 semaines on a réussi à récolter 40 000 euros, donc on a 6,7% des parts de notre club. Ouais, c'est exactement ça. En fait, quand le club avait des dépôts de bilan, c'est très très important et c'était très structurant aussi pour les supporters, parce que en fait on s'est rendu compte que les dirigeants, donc des propriétaires de clubs, avaient pas forcément fait des très bons choix, avaient beaucoup menti aux collectivités, et du coup, en fait, tout le monde nous a un peu lâchés. Et on nous a trouvé une solution géniale de dire, il y a un club qui est plus que centenaire. À côté, il y a un petit club qui fait des bons résultats en Coupe de France. On va les fusionner. Donc, je sais pas si vous vous rappelez de Arles-Avignon et Évian-Thonon-Gaillard, mais pour voir que les fusions, c'est complètement stupide et il faut vraiment rien connaître au football pour les proposer. Et donc, il y a plein de supporters qui se sont opposés à ce projet pour que finalement ça capote. Donc, en fait, on a gardé nos couleurs parce qu'on voulait complètement faire disparaître notre numéro d'affiliation. On voulait nous expliquer qu'il y a 2 clubs dans une agglomération comme Rouen, c'était trop, alors qu'on n'était même pas professionnel. Voilà. Donc nous, on s'est battu, on a réussi donc à faire en sorte qu'il y ait 2 clubs côte à côte. On a tout fait pour nous retirer. C'est assez 6%, Luc, ça représente pas grand-chose. Pas grand-chose. Bon, quel est votre objectif ? Alors en fait, justement, nous, comme on siège au conseil d'administration de la SAS, on a pointé pas mal de petits soucis de gestion. Et donc il y a pas mal de choses qui nous convenaient pas. Donc on a essayé de s'impliquer au maximum dans la gestion du club en relevant des points très très précis. Comme quoi comme par exemple des irrégularités sur le paiement des joueurs ou la trop grosse porosité entre l'association du club et la SAS. Et ça se passe comment donc ? Bien ou mal ? C'était très tendu, si bien que on a boycotté une réunion et ça a provoqué le départ de notre président Fabrice Tardy, pour qui on a énormément de respect. C'est quand même le mec qui est resté quand le club a failli disparaître. C'est lui qui a repris le club après le dépôt de bilan. Sauf que je pense qu'aujourd'hui, comme je vous le dis, un homme qui décide de tout, c'est un modèle qui est trop passé. C'est un modèle qui est trop passé, en tous les cas, que les supporters soient associés dans les projets des clubs, qu'ils aient une petite place dans les clubs. Je trouve que c'est quand même très, très intéressant. Et puis justement, Luc Dayan rebondissait aussi également quand on l'a appelé du côté de Tours. Tours aussi, un club historique, bien sûr, du championnat de France. Et puis on va écouter un petit peu ce qu'il dit justement sur le projet, surtout. Vous allez écouter comment ils arrivent à lever des fonds et c'est vrai que c'est une idée qui peut peut-être plaire, peut-être du côté de Sochaux. Après, il faudrait en parler avec les dirigeants, mais c'est vrai que c'est un projet qu'on avait suivi, nous, Sochaux, et qu'on suit encore à l'heure actuelle. Et puis peut-être que ça va revenir au goût du jour un petit peu dans tous les clubs, surtout en ce moment en période de Covid aussi également. Peut-être que les cartes vont être rebattues, mais on écoute justement Luc Dayan et le projet du Tours FC. Raconte ce qui se passe à Tours. Oui, Tours. Autre bastion du football. Oui, historique, comme on dit, avec un beau stade, avec une équipe qui a été performante dans les années 80. Et effectivement, donc j'ai été appelé il y a 2-3 mois. À la fois par monsieur Ettori, qui est l'actionnaire principal, et par Guillaume Barré, qui est président délégué Tourangeau, qui est là depuis 1 an, pour savoir si j'étais prêt à travailler pour envisager ou de transformer le SIC ou le club en société coopérative,
comme à Bastia, ou à créer une société coopérative qui deviendrait l'actionnaire, et à participer à une réunion avec le maire. Parce que c'est un projet qui était... À quelques mois après, c'était Christophe Boucher, le maire, qui connaissait un peu le foot. Donc moi, je connaissais Christophe, effectivement, mais bon, c'est pas lui qui m'a appelé. Et donc, ils m'ont appelé, j'ai écouté, et j'ai dit que je pouvais faire une mission pour essayer d'y arriver. Donc, ça a démarré il y a un mois et demi, 2 mois. J'ai pris connaissance de la situation de la SASP, connaissance de l'environnement, commencé à lancer le projet de site qu'on a mis en ligne sur le site du club pour voir un peu famille par famille qui pourrait être intéressé par y participer. Alors, on a des anciens joueurs comme Eric Pécou, Jimmy Adjoviboko, Distin, qui ont dit « moi, je suis prêt à y participer ». Il y a des supporters, il y en a 170 qui ont dit « moi, je suis prêt à acheter une action ». Ça coûte combien? Alors, l'action, on l'a mise à 50 €. Moi, je me suis dit, il faut réunir 1 million d'euros. En gros, j'ai pris l'exemple de Ça fait du Bastia. monde, ça, quand même. Non, mais il faut y arriver déjà. J'ai pris l'exemple de Bastia où le premier tour de table sur Bastia, c'est comparable, on était en National 3. Un budget de National 3, si tu veux, c'est entre 650 000, 700 000 et 1,2 million. Donc tu as des recettes, mais il faut des fonds pour couvrir. Donc je suis parti sur cette idée théorique d'1 million, ça peut être 1,5 million, 1,2 million, et de faire les différents petits paquets. Alors, tu es dans quel collège? Les actions, les anciens joueurs, on leur propose de prendre au minimum une action à 1 000 €. Les entreprises, je ne me souviens plus. Et donc, on a mis ça en ligne et on a commencé à recueillir des lettres d'intention pour voir un peu quelle pouvait être la réaction de microcosme. Écoute, pour l'instant, on en est en tout, entre les entrepreneurs, il y a 4 entreprises qui se sont manifestées, des personnes physiques, les supporters, les anciens joueurs, on n'est pas loin de 400 000 €. Mais là, en fait, ça fonctionne qu'à l'affect, en fait. L'affect, mais il y a quand même... Tu ne dis pas, je vais mettre un peu de thunes dans mon club pour ensuite faire une bascule. Non, on va pas mettre de l'argent dans le club pour faire une bascule financière. C'est un peu ça qu'il voulait dire. Non, forcément, on va pas mettre de l'argent pour forcément en gagner beaucoup. C'est pas le but n'est pas là. C'est aussi, aussi comme il le dit, un petit peu d'affect. On met un petit peu d'argent, comme ça on a l'impression on détient un petit quelque chose de notre club. Après, affaire à suivre en tous les cas, ça peut être sympa. En tout cas, c'est ces histoires de sociaux, et comme on en avait déjà parlé ici, d'ailleurs on les avait reçus, le projet Socio Show, et peut-être qu'il sera réactivé dans les mois à venir, on ne sait jamais. On va vous donner d'autres résultats, notamment on va parler des jeunes du FCSM qui disputaient des rencontres ce week-end, les jeunes du centre de formation avec les U17 nationaux de Marquechaise qui se sont imposés face à Metz 3-1. C'était une double confrontation face aux jeunes du FC Metz, et puis également les U19 nationaux de Pierre-Alain Fro qui se sont imposés 2-0. Donc c'est un beau week-end pour les équipes du centre. Un petit mot pour vous donner quand même les autres résultats de cette Ligue 2 avec Valenciennes et Niort qui ont fait match nul, 1 but partout, Rodez-Le Havre, 1 but partout, et puis 3 qui continue sa marche en avant et qui sans doute finira en Ligue 1 à la fin de la saison, qui a battu Grenoble 3-1. Au classement, 3 est en tête avec 71 points, deuxième Clermont Foot 63 points, troisième Toulouse 62 points, quatrième Grenoble 61 points, cinquième Auxerre 57 points, sixième le Paris FC 57 points, Sochaux est septième avec 51 points. Bon, après... qui peut savoir? Bon, tout le monde dit que c'est terminé, mais on ne sait jamais, comme le dit Johan Martial, on ne sait jamais. Et puis en bas de classement, 18e Dunkerque avec 36 points, 19e Chambly 32 points, 20e Châteauroux, direction nationale 1, avec 22 points. Bayo, le buteur clermontois, à 19 buts, Mickaël Le Bihan, on disait tout à l'heure, 18 buts, qui est deuxième, et puis bas, le Niortais, qui en est à 14 buts, prochaine journée. Il y aura déjà ce soir, comme on le disait, ce lundi soir, Clermont Foot qui recevra Châteauroux pour la fin de cette 35e journée à 20h45. Également, ce mercredi 28 avril, ce sera un match en retard de la 31e journée. Dunkerque recevra Amiens à partir de 19h. Samedi 1er mai, 36e journée avec à 15h le Paris FC qui recevra Toulouse. À 20h, on retrouvera Nancy-Valenciennes, Châteauroux 3, Dunkerque, Sochaux. Le Havre, Chambly, Pau FC, AC Ajaccio, Caen, Auxerre, Amiens, Guingamp. Et puis Niort, Rodez, toutes les rencontres qui auront lieu à 20h. Et puis également ce lundi 3 mai, Grenoble recevra le Clermont Foot à partir de 20h45 pour clôturer cette 36e journée.
Un petit mot du national, parce qu'on suit, bien évidemment, on suit un petit peu l'équipe, on ne va pas se cacher, d'Albert Cartier, qui évolue, qui est le coach de Bastia Borgo. Et puis Bastia Borgo a fait match nul face à Quevilly. Un but partout. Du côté du classement, le Sporting Club Bastia, on est à 57 points, suivi du deuxième, Quevilly, 57 points, qui vont sans doute jouer la saison prochaine en Ligue 2. Troisième, Orléans, 43 points. Quatrième, le Red Star, 43 points. Et en dernière position, 18e, Lyon du Cher avec 28 points. Et du côté du classement des buteurs, Young de Quevilly, on est à 19 buts. Isidore de Bastia Borgo, 13. Et puis Dadoun de Quevilly avec 13 buts également. Prochain match de Bastia Borgo, on regarde. Ils se déplaceront, les hommes d'Albert Cartier, du côté de Laval à partir de 18h pour la 32e journée. On va refermer la page foot. On ouvre la page handball. Juste pour vous donner un petit peu les résultats de la Pro League pour cette 24e journée avec Cherbourg qui a battu Angers 32-27, Valence qui avait battu Billère 31-25, Dijon et Nancy a été reporté tout comme Nice-Sarrebourg, Strasbourg est allé battre Massy 30-29 et puis également Saran qui se dirige vers la Lidl Star League est allé battre Célestat 34-27 et le match entre Ponto et Besançon a été annulé pour des cas de Covid dans l'équipe parisienne et tous ces résultats accumulés ont fait le bonheur des handballeurs bisontins car ils resteront la saison prochaine en Pro League et ça c'est une excellente nouvelle pour tout le club, pour tous les supporters, pour tous les amoureux du Grand Besançon de handball. C'est toujours important d'avoir un club qui évolue également dans l'élite, bon, pas encore en Lidl Star League, mais en tout cas en deuxième division, c'est-à-dire la Pro League. Donc c'est très bien pour la saison prochaine. Et le prochain match pour les Bisontins, ce sera lors de cette 25e journée. Ils recevront l'équipe de Nice. Ce sera le 7 mai à 20h15, mais on en reparlera d'ici là. Une autre rencontre, cette fois-ci pour les filles de l'ESBF, pour les playoffs, ce sera ce mercredi 28 avril à partir de 20h. Les filles de Raphaël Tervel et Sandrine Mario se déplaceront du côté de Bourg-de-Péage. On espère bien évidemment qu'elles ramèneront la victoire avant justement d'avoir ces deux matchs au Palais des Sports, c'est-à-dire ce samedi 1er mai à 20h contre Nice. Ce sera d'ailleurs retransmis chez nos confrères de Sport de France. Et puis également le dimanche 9 mai, où elles recevront à partir de 15h, si je ne me trompe pas, l'équipe de Metz Handball pour la dernière rencontre de ces playoffs. Eh bien, on a terminé cette page très complète du sport. J'espère que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie, qu'on vous a donné du sourire. Bon, ça a été compliqué au niveau des téléphones pour avoir Pierrette tout à l'heure, mais en tous les cas, Pierrette, elle nous a mis du sourire, elle nous a donné beaucoup de joie aussi également. Et puis j'espère que nous, on vous a fait plaisir pendant ces 2 heures où on a passé ensemble, Bon, Fred, je te souhaite une bonne semaine. Bonne semaine à toi aussi. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente semaine. Alors, je ne sais pas comment va être la météo cette semaine. J'espère qu'elle sera un petit peu ensoleillée. Bon, attention, toujours garder la distanciation, les masques aussi également. On espère qu'on se retrouvera tous dans les stades, comme le disait tout à l'heure Pierrette, dans pas trop longtemps. Mais pour le moment, voilà, il y a les mesures sanitaires. Ce sera sans doute pas avant le début de saison, pas avant la saison prochaine. On verra. Mais pour l'instant, c'est oui, bah, de toute façon, plutôt compromis. Les saisons sont terminées. Là, il n'y a plus beaucoup de matchs, donc ça va être compliqué pour un dernier espoir peut-être pour Sochaux, peut-être, on ne sait pas. Le dernier espoir, on espère surtout qu'on arrivera à vaincre le Covid. C'est ça l'espoir en ce moment. Et après, pour Sochaux, on verra bien. En tous les cas, Sochaux est toujours en Ligue 2. Sochaux est toujours club professionnel. Et c'est ça qui est quand même très, très important après toutes les années très, très, très difficiles que le club a traversées. Et c'est ça qui est le plus important. Et Sochaux reviendra, on en est sûr, et en Ligue 1. Merci à toutes et à tous. Je vous souhaite une excellente semaine. Et puis, on se retrouve lundi prochain, même lieu, même heure. Bye bye. Sur son encolure, sa
C'est la crinière du lion qui nous caractérise, et son rugissement, celui qui terrorise. Dans la savane de la première division, on règne sans conteste avec le plus grand nombre de saisons. On fait partie du paysage, plus de 80 ans d'âge, mais les crocs du lion sont toujours aiguisés, acérés, attisés par un glorieux passé. La flamme qui vit dans nos cœurs ne connaît pas d'extincteur. À l'origine du professionnalisme et du championnat de France, on est longtemps resté une référence. Notre lion a engendré des lions, son premier club à se doter d'un centre de formation. 3 coupes et 2 titres nationaux majeurs, quelques aventures européennes, et pour l'heure des talents disséminés un peu partout, pas d'aigreur, une fierté, c'est comme ça, par chez nous. La crinière du lion, une couronne sur son encolure, symbole de l'empire, du roi des animaux d'un coup de griffe. Notre lion va laisser rivaux, il rugit, t'as pigé. Ici c'est Sochaux. F-C-S-M F-C-S-M Sochalien, lève tes 2 mains en l'air, montre-leur ce qu'on sait faire, qu'on est fier de nos terres, les railleurs délétères. Ici y a pas de paysans, mais des prolétaires, pas de champs, mais des terres. Bleu, roi, jaune, bouton d'or, nos couleurs, un blason à l'ancienne, représentant notre bastion. Stade Auguste, Bonal, référence peu banale, symbole d'un héros fusillé sous l'occupation. Jadis, la plus belle pelouse de France, rappelle-toi du virage sud et des faibles affluences. Ici ça bosse à l'usine, juste à Péco, donc on n'apprécie pas quand ça mouille pas le maillot. La défaite, on l'accepte pas, le déshonneur, le salaire de nos encouragements, c'est la sueur. Les joueurs, les présidents, les entraîneurs passent, mais nous on reste fidèles à nos couleurs. La crinière du lion, une couronne sur son encolure, symbole de l'empire, du roi des animaux d'un coup de griffe. Notre lion va laisser rivaux, il rugit, t'as pigé. Ici c'est Sochaux. F-C-S-M Au lieu de taille, supporte le club de ta ville. Arrête de sucer les vainqueurs, c'est trop facile. Le foot et ses tribunes, pas un loisir mais une culture, un mode de vie, pas une mode, une école. Avec ses codes et ses valeurs, ses bonheurs et ses malheurs, ses tripes et ses bad trips et son éthique. C'est tout sans cœur que l'on vocifère au milieu des drapeaux, des fumigènes à domicile à l'extérieur. En bus, en train, en J9, en Gova ou en stop, on a visité la France et même un peu l'Europe. C'est notre adrénaline, un truc ancré en nous comme un tatou indélébile. On n'est pas débiles et pourtant c'est devenu un crime d'être supporter. On a même le privilège d'avoir des lois particulières. Mais dis-leur que leur attitude sécuritaire n'éteint pas notre ferveur, bien au contraire. À la vie, à la mort, le blason sur le corps. À la vie, à la mort, jaune et bleu dans le cœur. C'est pour les frères et les sœurs. Seconde mort, toujours premier au score. Dis-le bien au commissaire. À la vie, à la mort, le blason sur le corps. À la vie, à la mort, jaune et bleu dans le cœur. C'est pour les frères et les sœurs. Seconde mort, toujours premier au score. Dis-le bien au procureur. Pour les mecs à l'ancienne, ceux qui ont bâché d'Ajaccio jusqu'à Valenciennes.